Jusqu'à maintenant, nous avons fait beaucoup de choses, et encore, ce n'était que les prémices de ce qu'il est possible de réaliser avec React. Il faut comprendre qu'une application React, c'est un petit peu comme une journée. D'ailleurs, je vous en reparlerai de ce concept de journée. Mais le soleil se lève, le soleil se couche, et à chaque fois, c'est un perpétuel recommencement. Avec React, c'est exactement la même chose. On appelle ça un cycle de vie. C'est-à-dire qu'une application React, elle vit vraiment. Elle a un moment où elle est montée, elle a un moment où elle est mise à jour, et elle a un moment où elle est démontée. Ces trois niveaux-là, ces trois étapes-là, ces trois cycles de vie-là, on peut les récupérer grâce à React et on peut effectuer pas mal d'opérations par la suite. Par exemple, lorsque l'application est montée, on va s'assurer que notre state, que nos données sont bien quelque part, qu'elles sont bien montées sur notre composant. Quand notre composant est mis à jour, on va vouloir par exemple effectuer des instructions. Bref, tout ce que vous devez comprendre, c'est qu'une application React possède ce qu'on appelle un cycle de vie et il s'agit juste bien d'étapes qui consistent à savoir quand le composant est monté, donc lorsqu'il est juste avant qu'il soit affiché sur notre page, lorsque le composant est également mis à jour et lorsque le composant est démonté, c'est-à-dire lorsque le composant est retiré de notre page. Une application React, c'est un petit peu comme une journée. Le soleil se lève, la journée passe et le soleil se couche. Et c'est un perpétuel recommencement. La comparaison peut être un petit peu bizarre, je suis d'accord avec vous. Néanmoins, avec React, ça fonctionne exactement de la même manière. Nous allons avoir plusieurs états qui vont nous permettre de décortiquer notre application React en plusieurs étapes. C'est-à-dire que nous allons avoir, alors je vais me mettre juste après mon state, nous allons avoir la possibilité de vérifier et de faire des choses lorsque notre composant sera monté, lorsque notre composant sera modifié et lorsque notre composant sera démonté. Par monter, j'entends par là qu'une fois que nous avons, par exemple, une fois que nous affichons notre page app, nous voulons afficher également un composant élève. Bon, eh bien une fois que React va brancher notre composant, notre brique, si vous voulez, notre Lego élève, dans notre page, dans ce cas, ce sera l'événement monté qui va être appelé. Donc ça, c'est lorsqu'on branche. Voilà. Modifier, c'est lorsque nous modifions par exemple notre state. Si je clique sur transformer le premier élève, on est d'accord pour dire que le state a été modifié et donc mon composant élève ici présent a été modifié. Pourquoi ? Parce que justement ici je demande à avoir le nom du premier élève. Et donc si dans mon state je modifie le nom du premier élève, dans ce cas React va automatiquement déclencher un événement qui va faire qu'il va modifier mon composant. C'est donc ici l'événement modifié qui va être appelé. Donc là, c'est lorsqu'il y a évidemment une modification. Et puis enfin, démonter, donc l'état démonté, c'est lorsque notre composant sera retiré. On verra ça lorsqu'on changera par exemple de page. Pour l'instant, nous n'avons qu'une seule page, mais nous pourrons bientôt avoir plusieurs pages sur notre projet React. Mais par exemple, lorsque je supprime dynamiquement un composant, et on pourra le faire lorsqu'on verra la logique avec React. Imaginons que je supprime un élève, eh bien je vais supprimer un composant. Eh bien à ce moment-là, c'est l'état démonté qui va venir être appelé. Donc lorsqu'on débranche un composant. On va essayer de voir tout ça. Alors on ne pourra pas voir absolument tout dans cette session car on n'a pas encore tous les moyens pour pouvoir le faire. Néanmoins, je vais vous présenter quand même ce qui se passe. Déjà, la première chose à savoir, c'est que dans une classe notamment, la première chose qui se passe, c'est qu'on arrive dans notre application et que, intuitivement, c'est le constructeur qui est appelé. Dans le constructeur, par défaut, vous avez les props, c'est-à-dire que les props se sont créés automatiquement. Ce constructeur, bien sûr, est hérité du composant component, ou plutôt de la classe component, et elle est donc ajoutée à notre classe app, car on est là pour hériter justement la classe component. Donc ça, vous n'avez pas besoin de le faire, mais c'est pour que vous le sachiez. Une fois qu'on initialise notre application, notre élément, notre composant, nous avons le constructeur qui est appelé, évidemment. Et là, on va utiliser du coup super props pour justement pouvoir réutiliser le constructeur parent.
C'est très important de le faire. Pourquoi ? Parce que si vous ne le faites pas et qu'il y a des éléments importants qui sont faits dans le constructeur parent, comme par exemple dans la classe component, vous allez probablement avoir des bugs, que ce soit maintenant ou plus tard dans votre application. Donc il vaut mieux à chaque fois qu'on utilise la méthode constructeur, utiliser la méthode super. Ça permet de récupérer tout ce qui est fait dans la classe hérité. L'avantage maintenant, c'est qu'on peut, ici, si on le souhaite, ajouter un state. On peut par exemple mettre notre state ou en tout cas faire une opération bien spécifique. Dans l'immédiat, je vous recommande de ne pas le faire. Je vous recommande vraiment de gérer votre state à part, comme ce qu'on a fait jusqu'à maintenant ici. À la limite, vous pourrez l'utiliser dans la branche montée ou la branche modifiée, mais je vous recommande vraiment, enfin plutôt dans la branche montée d'ailleurs. Dans la branche modifiée, on verra que c'est un petit peu un cas particulier. On verra ça dans la prochaine session. Mais voilà, juste savoir que lorsqu'on initialise un composant qui utilise une classe, on a le constructeur, c'est important. Comme ça, ici, vous pourrez par exemple définir un certain state, l'air de rien, même si c'est pas quelque chose que je vous recommande forcément de faire, mais vous pourrez dire par exemple que le composant est monté. Si je fais un console.log de, on va dire, app.js, et ici je vais dire que c'est le constructeur, donc constructeur, on va voir quand est-ce que ça s'exécute. Hop! Ici, on voit que le constructeur est effectivement tout le temps appelé. Et l'application fonctionne toujours aussi bien. Voilà. Et on voit que le constructeur, d'ailleurs, n'est jamais rappelé. Parce que sinon, ça nous aurait refait un console.log. Maintenant, on va continuer avec l'état monté. Donc, lorsqu'on va monter notre composant. Ce qu'on va donc faire ici, c'est qu'on va utiliser component did, pas catch, mais did mount. Component did mount, c'est une méthode, tout comme la méthode render, qui est héritée de notre classe component. Cette méthode nous permet de déclencher tout ce qu'on veut, toute une série d'instructions à chaque fois que notre composant est monté. Ici, on va juste aller reprendre ce qu'on a mis là. On va le coller et on va juste dire qu'ici c'est component did mount. Component did mount. OK. Si on regarde, on a le constructeur qui est appelé dans un premier temps, puis ensuite seulement component did mount. Si je change mes composants élèves, on voit qu'il n'y a rien qui se passe. Parce que dans app.js, ça ne bouge pas. Mon composant, une fois qu'il est branché sur ma page, il est branché. Je ne le débranche jamais. Ensuite, si le composant est modifié, il y a une certaine méthode qui va être appelée. Celle-là, on la verra dans la prochaine session. On ne va pas tout mélanger. Et puis enfin, une fois que le composant sera démonté, ce sera component will unmount. Et ici, donc, à chaque fois que notre composant sera supprimé, par exemple, enfin démonté, mais par exemple, s'il est supprimé, si on supprime un élève, et bien du coup, dynamiquement, on pourra supprimer un composant ici. Dans ce cas, ce sera cette méthode qui sera appelée. Et donc ici, on pourra faire un console.log de component will unmount. Donc will unmount. Et vous verrez que ici, ça ne va pas s'afficher. Pourquoi ? Parce qu'on ne démonte jamais notre composant. Donc là, constructeur dit, donc on a d'abord le constructeur, ensuite on a component did mount, et vous voyez que peu importe ce que je fais, ça ne change jamais. En revanche, si on continue un petit peu comme ça, et qu'on fait la même chose dans élève.js. Ici, je vais donc avoir mon constructeur, donc constructeur. On reprend les prompts. Important de faire également d'utiliser les méthodes super. Et puis là, on peut recoller la même chose. Et cette fois-ci, on va juste dire qu'on est dans élève.js et ce sera le constructeur. Donc, constructor. Je copie tout ça. On fait la même chose avec component did mount. Hop. Et donc là, ici, ce sera component did mount. Et enfin, nous avons la même chose avec component will unmount. Hop. Et ici, je fais un component will unmount. Ok, parfait. Alors, écoutez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on voit ici ? On voit d'abord que nous avons le constructeur de app.js qui est appelé. Bon, très bien, d'accord. Ensuite, et là c'est surprenant, nous avons d'abord les constructeurs de nos composants élèves, de notre composant élève, mais de nos deux composants, parce qu'on l'utilise deux fois. Et donc la première chose à retenir, c'est que quand on initialise notre projet, en fait c'est les constructeurs de tous les composants qu'on va utiliser qui seront appelés en premier. Et aucun de ces composants ne sera monté avant ça. Ensuite, nous allons monter tour à tour deux fois nos deux composants élèves. Donc ce qui se passe ici, c'est que dans un premier temps, quand React va aller sur notre projet,
Il va regarder un petit peu tout ce qui se passe, et puis il va voir qu'on utilise le composant élève. Donc la première chose qu'il fait, c'est qu'il va dans index.js. Ici, il voit qu'on utilise app, il se dit ok, bon, très bien, ils utilisent le composant app. Je vais dans app. App, c'est une classe. Bon, très bien, dans ce cas, j'utilise le constructeur. Boum, on le retrouve ici, le constructeur. Une fois que ça c'est fait, il descend, et il voit, tiens, ici, ils vont utiliser le composant élève. Et en plus, ils vont l'utiliser 2 fois. Bon, je vais dans élève. Hop, en allant dans élève, il voit que c'est une classe, boum, il utilise le constructeur. Et il l'utilise 2 fois. Une fois que c'est fait, il descend, il voit, tiens, ok, bon, ce composant, finalement, il ne contient aucun autre composant. Donc finalement, c'est très bien, je peux le monter dans app.js. Donc qu'est-ce qu'il fait pour le premier composant élève? Boum, il le monte. Component did mount. Ensuite, il continue, il dit, tiens, le second composant élève, du coup, pareil, je n'ai pas besoin d'aller ailleurs puisqu'il ne fait rien d'autre, il n'intègre pas un autre composant, donc je peux le monter également. Hop, il le monte. Et seulement une fois qu'il aura monté tous les composants utilisés dans le composant app, il va pouvoir monter le composant app.js dans le fichier index.js pour nous l'afficher. Et ainsi, nous avons donc component.mount qui est appelé à la toute fin. Donc voici comment se passe le cycle de vie d'une application React. Nous avons plusieurs étapes qui nous permettent à chaque fois d'avoir des informations et d'effectuer des opérations avant même que l'on voit quoi que ce soit sur notre projet. On peut ainsi aller, et d'ailleurs c'est ce qu'on fera, récupérer des informations sur Internet pour aller récupérer la liste des articles avant même que la page ne s'affiche sur l'ordinateur de notre utilisateur. On va pouvoir faire beaucoup de choses. Là ici aujourd'hui, je veux juste que vous compreniez qu'il y a plusieurs étapes lorsqu'on crée une application avec React. Il y a plusieurs étapes très importantes comme le constructeur, le component did mount lorsqu'il est monté, le component will unmount lorsqu'il est démonté, et dans la prochaine session, nous allons voir qu'il y a également le should update component qui va nous permettre de voir si effectivement notre composant doit être monté ou non.